Je commencerai par présenter Célia Tunk, qui nous tourne le dos, mais qui va se tourner vers le public. Bonjour Célia. Bonjour. Célia est la secrétaire générale du Collège culinaire de France, producteur et restaurant de qualité. Et juste pour introduire cette session, on voulait vous dire pourquoi cette session est là aujourd'hui. C'est parce que lors d'une assemblée générale du Collège culinaire, il y avait des rencontres entre les chefs du collège. Il y avait notamment Laurent Petit ce jour-là. Et Georges. Il y avait Georges. On a parlé motivation des équipes. Et les choses que vous nous avez racontées nous ont donné envie de construire cette session par rapport à ça. Donc c'est pour ça, Célia, que tu es là et que tu vas... ces gens que tu connais bien, après Jean s'est rajouté, et Paul et Anthony. Et c'est pour ça que cette session existe. À toi. Top. En quelques mots, je pense que vous connaissez tout le monde, mais en quelques mots, Georges Blanc, Vonas, 3 étoiles. Jean Sulpice, 2 étoiles à Annecy. Paul Perret, 3 étoiles. Shanghai, Ultraviolet, également un bistrot. Mr. et Mrs. Boone, et bientôt un 2e bistrot, si je ne me trompe pas. Laurent Petit, 2 étoiles aussi au guide Michelin, mais surtout 3 bistrots. 4 2 bistrots à côté. Et Anthony Genovese, 2 étoiles au guide Michelin. Il Palazzo à Rome. Je suis bon? C'est ça. Ok. Effectivement, ce sujet il nous tient un petit peu à cœur. Parce qu'il y a eu une période, et on en a parlé beaucoup, où les chefs, notamment de renom, quand on parle d'étoiles partout dans le monde, on recevait des piles de CV et limite les jeunes attendaient qu'une place se libère. Cette partie-là, elle est finie. Aujourd'hui, en France, et on va revenir à comment ça se passe dans les autres pays, ce sont 50 000 postes non pourvus chaque année. Et ce chiffre, il est plutôt en train d'augmenter. On sait aussi que cette problématique, elle n'est pas franco-française. C'est pour ça qu'on a des personnes qui viennent pas que de France aujourd'hui. Il y a eu un article là-dessus, notamment dans le New York Times, il n'y a pas très longtemps, justement sur la pénurie de chefs en salle, et de personnel de salle dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, je sais qu'on pourrait parler de tout ce qui ne va pas, mais moi, ça me tient à cœur aujourd'hui qu'on montre aussi des exemples plutôt positifs et qu'on partage des bonnes pratiques sur cette thématique-là. Voilà. Il y a le problème de recrutement, il y a le problème de fidélisation, et cette table ronde, elle s'appelle aussi la motivation, ça se gagne. Donc je voudrais surtout qu'on intervienne là-dessus. Georges, on a évoqué ça quand je t'ai eu au téléphone, et justement quand on avait fait cette rencontre annuelle il y a 2 ans du Collège culinaire de France. Je sais que pour toi, ça fait un petit paquet d'années maintenant que tu embauches beaucoup de monde. Tu vas nous dire un petit peu combien de personnes et comment tu fais pour garder tes personnes motivées et les fédérer. Merci Célia. Alors moi, si vous voulez, je suis un professionnel un peu en fin de parcours. J'ai une longue expérience, mais j'ai hérité d'une affaire familiale en 1968. Ça fait 50 ans, j'avais 25 ans, j'ai repris une affaire qui existe depuis 1872. Il y avait 7 employés. J'ai commencé avec la cuisinière chauffée au chardon, j'avais la lessiveuse chauffée au bois, on allait rincer le linge au bateau lavoir et j'avais le téléphone avec la magnéto. Les choses ont galopé. Aujourd'hui, on est hyper moderne dans nos outils de production. Il y avait 7 employés. Aujourd'hui, à Vonas, nous sommes 180 et l'ensemble du groupe qui a essaimé, ça représente plus de 350 personnes. Mais puisqu'il s'agit de motivation, je suis un amoureux des citations éclairantes. Albert Einstein, qui est un grand mathématicien, j'ai affiché cette citation éclairante qui a éclairé un peu toute ma vie. La raison la plus motivante de travailler se trouve dans le plaisir qu'on y prend, dans le plaisir du résultat atteint et dans la connaissance de la valeur de ce résultat pour la communauté. C'est vrai qu'on fait toujours mieux les choses qu'on a envie de faire. Je pense qu'une autre raison aussi de motiver les équipes qui nous entourent, parce que le chef sans l'équipe, il n'existe pas, et probablement que l'équipe n'existe pas sans le chef. Je pense que la chose la plus contagieuse au monde, j'ai constaté que c'était l'exemple. Si moi je suis en permanence dans la démarche, on dit que je pense que le savoir, j'ai lu ça quelque part, est moins important que l'imagination. Mon obsession, c'est de toujours être en mouvement pour créer non seulement dans l'expression culinaire, mais dans tout ce qui peut favoriser l'attente du client, qui souvent est évolué, il faut l'apercevoir et évoluer pour se mettre en position d'y répondre le mieux possible. Ça, c'est un gros travail. Donc l'exemple, c'est pratiquer au quotidien, le respect du client, animer l'équipe, être présent au milieu de l'équipe,
parce qu'un restaurant, c'est l'incarnation d'une sensibilité culinaire à travers le chef qui doit être là et qui doit être exemplaire. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus. Ouais, tu me disais être présent. On peut augmenter un tout petit peu les micros si c'est possible. Être présent au quotidien avec ses équipes, pas forcément arriver à la dernière minute, mais être avec eux. Voilà, si la démarche auprès du client est permanente, si vous êtes là, je pense que la valeur additionnelle, un restaurant, c'est comme un lieu de spectacle, c'est comme un théâtre. Il y a 2 représentations par jour. Il y a une équipe d'acteurs, côté coulisses, côté décor. Et vous avez l'acteur principal qui est là, que vous allez pouvoir rencontrer après le spectacle. Alors je pense que quand la démarche d'aller au restaurant va bien au-delà du besoin élémentaire de s'alimenter. On y va, c'est un lieu de plaisir. Il va se passer quelque chose, on va vivre une expérience extraordinaire. Donc c'est à toute l'équipe, sous la houlette du chef, de répondre à cette attente. Et il y aura à peu près, comme pour les acteurs, comme pour les qui sont dans un rôle principal, il y aura une volonté du public de rencontrer l'acteur principal qui leur a fait vivre une expérience exceptionnelle. Merci Georges. Célia, on accueille Annie Feold. Bienvenue. À Pinchiori, à Firenze. On a Rome et Florence aujourd'hui avec Donc on a l'Italie. Jean, justement, quand je t'ai eu au téléphone pour préparer la table ronde aussi, on sait que dans les motivations du personnel, il y a forcément le salaire. Mais tu m'as dit justement, il n'y a pas que le salaire et aujourd'hui, les jeunes, c'est pas ça qu'ils attendent. Oui. Moi, j'ai repris donc une entreprise où j'avais 19 salariés. Aujourd'hui, j'en ai 90 en pleine saison d'été, avec des services complètement différents. Avant, j'avais qu'un restaurant. Aujourd'hui, j'ai un bistrot, un restaurant gastronomique et un hôtel. Et tous ces services fonctionnent différemment et le personnel ont des attentes qui sont différentes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille au restaurant gastronomique de faire la même chose au bistrot ou même de l'hôtellerie. C'est des rythmes différents. Donc c'est quelque part pour moi c'est un nouveau métier, mais c'est pour ça qu'il fallait aussi donner de l'encouragement pour tous ces postes, pour qu'ils puissent s'exprimer dans ma maison et transmettre du plaisir à mes clients et transmettre l'expérience qu'on veut transmettre aussi à la clientèle. Alors Annecy est proche de Genève. Quand je suis arrivé au bord d'Annecy, tout le monde disait mais fais attention parce que Genève justement prennent tous le bon personnel parce qu'ils savent mettre la récompense au bout du côté financier. Et je me suis aperçu avec 2 années d'expérience de m'exprimer au bord du lac d'Annecy, c'est que, en fin de compte, le salaire n'est pas l'atout premier. Et ce qu'il faut, c'est que le personnel puisse se sentir bien, heureux au travail pour pouvoir avancer, qu'il y ait un moteur. Il faut les récompenser. La récompense, elle se fait bien sûr par le chef d'entreprise, par le chef de cuisine aussi, mais aussi par les clients. Que le client puisse les récompenser, les encourager et qu'ils soient reconnus par ça, c'est un vrai moteur de venir au travail heureux et puis de pouvoir s'exprimer avec nous. Alors du coup, comment on les motive, comment on les récompense? On les motive d'une manière très naturelle, en avoir un esprit d'équipe. C'est de les valoriser à travers le travail, de les faire participer dans un travail pour avoir des réflexions ensemble, en commune, pour faire avancer l'entreprise, faire avancer un mode de travail. Et de ne pas faire tout seul et de leur dire tu fais ci, tu fais ça, mais c'est dire qu'on va le faire ensemble. Ils se sentent acteurs en fait. Ils se sentent acteurs, tout à fait. Paul, pareil, quand on a préparé cette table ronde, souvent je pense qu'on a des clichés. C'est important de voir justement que cette problématique dont on est en train de parler, elle n'est pas franco-française, ou en tout cas, c'est pas qu'en France. Tu me disais, malgré ce qu'on peut croire, en Chine, les gens ils sont pas corvéables à merci. Et la notion du temps, elle est importante. Et je crois que tu voulais évoquer notamment ce sujet dans les axes de motivation et de fonctionnement d'un établissement de qualité. Oui, mais je rejoins un peu Jean là-dessus. C'est-à-dire que avant de parler de motivation, il y a plein de choses que M. Blanc a dit et qui sont très importantes, évidemment. Donner l'exemple, c'est un des points les plus importants. Mais avant de parler de motivation, nous, ce qu'on essaie d'éviter, c'est la démotivation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des jeunes qui rentrent chez nous, ils sont effectivement pas forcément tous mus par la passion, ou même certains sont mus par une passion pressentie. Ça ne veut pas dire que ça va se transformer sur les années en une carrière. Donc, moi, je suis en Chine, donc je suis dans un contexte un petit peu particulier. Je sais que des fois, il y a des clichés qui sont pas du tout les bons, parce que en fait, le contexte de la Chine et de Shanghai est un contexte extrêmement social. J'étais surpris d'ailleurs quand je suis arrivé, c'est-à-dire que tous nos employés, à l'exception du management, et le management est avec moi pour certains depuis 14 ans, ça c'est quelque chose qui aide beaucoup dans la transmission et dans la façon de garder les gens, mais sinon tous nos employés font 8 heures par jour de travail,
9 heures avec une petite extension, et dès qu'ils font 1 heure supplémentaire, on leur paye les heures supplémentaires. Donc je comprends bien que les salaires ne sont pas les mêmes qu'en France, en Chine, mais proportionnellement à la Chine, ça reste des salaires qui aujourd'hui sont relativement élevés et qui ont monté chaque année. Et ces conditions sociales, elles sont très importantes. On pourrait penser que ça ne suffit pas pour faire tourner un restaurant dans des contextes classiques, surtout dans des contextes de déjeuner et de dîner, où finalement on a des horaires fatalement étendus avec des coupures au milieu. Moi, j'avais découvert il y a quelques années déjà l'intelligence de certains restaurants en Australie. La première fois que j'étais allé, c'était en 96. Et beaucoup de restaurants, en fait, étaient ouverts soit au déjeuner, soit au dîner. Et parce qu'ils avaient, en fait, il y a quelques restaurants qui peuvent effectivement faire le plein au déjeuner, faire le plein au dîner, tout en gardant un profil identique. Parce que sinon, on se retrouve dans deux vitesses de restaurant, ce qui est toujours très, très compliqué. Et j'avais trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on exploite au maximum l'équipe qui est avec nous pour une seule session. Et ça permet, en fait, même économiquement, de s'y retrouver avec des gens qui, d'abord, sont complètement dédiés, n'ont pas de pause, ne sont pas fatigués. Et finalement, on étend les horaires du dîner. Ça, c'est le cas de la Chine. Hein. On a la chance. C'est réaliste en France? Je pense que je ne veux pas faire de parallèle comme si j'avais quitté la France depuis trop longtemps. J'ai quand même travaillé en France avant de partir à l'étranger. Je pense qu'il y a des cas de figure, bien des cas de figure en fait, où on pourrait essayer de concentrer nos efforts pour essayer d'avoir un travail en continu. Les gens vont peut-être me dire que non. Alors nous, encore une fois, pour remettre les choses dans un contexte un peu particulier, je n'ouvre que le soir. Bon, ultraviolet, je mets ultraviolet de côté, c'est très particulier. C'est un tout petit restaurant, 10 couverts, on est 30 à travailler dessus, on passe là-dessus. Mais j'ai un autre restaurant qui est une brasserie en fait, une grande brasserie, avec 120 employés dedans. Et même dans cette brasserie, on est ouvert seulement au dîner, parce que, encore une fois, dans le contexte de Shanghai, le produit déjeuner n'est pas un bon produit commercial. Et on a décidé de se concentrer sur le dîner en sachant qu'on ouvre à 5h30 et on ouvre même jusqu'à 2h du matin le week-end et 11h en semaine, avec des possibilités de rotation de 3. Donc ça, économiquement, ça a beaucoup de sens. Merci. Laurent, toi, dans ton établissement, je sais que tu as fait le choix au départ. On parlait que les motivations, ce n'était pas seulement l'argent, mais aussi le temps. Je crois qu'au début, tu fermais le bistrot une journée, puis une journée et demie, puis 2 jours, puis 12 jours et demi, et que dans ton principe d'évolution, de laisser du temps aux gens, mais pas uniquement du temps pour faire n'importe quoi, mais aussi du temps pour aller voir tes producteurs à côté. C'est des vrais axes de motivation pour toi sur lesquels tu travailles, et non seulement avec tes équipes de cuisine, mais aussi de salle. Et je voudrais aussi, en deuxième temps, que tu expliques ce que tu fais avec tes équipes de salle. Oui. On m'entend là? Oui. En effet, moi, je ne veux pas trop parler de la cuisine. La vraie évolution que j'ai vue ces années-ci, c'est parce que nous, en cuisine, franchement, on a la chance, notamment Jean et moi, d'être dans la plus belle région de France, voire la plus belle ville. C'est un peu facile de les attirer, quoi, hein. Et en cuisine, ça se passe assez bien, quoi. Mais le souci, c'est la salle, quoi. En effet, c'est la salle. Et là, finalement, je vais enfoncer les portes ouvertes parce que peut-être le défaut qu'on a tous eu, c'est qu'on n'a simplement pas mis assez de considération réellement dans l'humain et qui on avait en face de nous et pourquoi ces gens voulaient faire ce métier de service et non pas de servitude. Donc, moi, j'ai juste envie de dire la vraie clé, c'est que ce personnel se sente totalement à l'aise. Et pour qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il soit totalement impliqué. Mais impliqué, ça veut dire que nous, chefs d'entreprise, on a une considération extrême pour eux, bien sûr, et surtout, on les emmène entre guillemets dans notre délire. Voilà, vraiment. Donc ça commence par les gens de la salle qui doivent totalement connaître le sujet de la cuisine. Moi, donc en effet, chez nous aujourd'hui, une personne embauchée en salle va minimum passer 3 jours en cuisine. Ça, c'est le b.a.-ba. Elle va aussi passer un service à la plonge, voilà, et après, elle va passer à table, dans la condition client. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment ma trame, mes fondamentaux. Il est hors de question qu'il y ait quelqu'un en salle qui travaille chez nous qui ne soit pas passé par tous ces éléments. Et donc, par toutes les rencontres des cuisiniers, par l'explication, par la compréhension. Et après, moi, après toute cette petite formation, je vais raconter réellement l'ADN, la genèse des recettes. Pourquoi je fais ça?
au niveau éthique, au niveau philosophie. Voilà. Et quand tu as déjà créé tout ce lien, que tu as déjà martelé tout ça pendant une semaine, en gros ça prend une semaine, tout devient différent après, quoi. Parce que ce personnel en salle va être à l'aise. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être pris à défaut par un client puisqu'il connaît son sujet par cœur. Et à ça, on va rajouter, tu t'exprimes comme tu es. Tu t'exprimes comme tu es. Et non pas à travers des codes, et non pas à travers des phrases stéréotypées, toutes faites, comme on le vit encore trop souvent. Donc quand on a donné ces deux clés, tu as rendu la personne à l'aise parce qu'elle connaît son sujet, elle ne peut pas être prise à défaut, et que tu lui dis, tu t'exprimes comme tu es, la personne que tu es au plus profond de toi-même, le client doit le ressentir avec ton histoire, ta vie. Voilà. Et là, en effet, on est un peu intrusif, hein. On rentre dans leur vie, quoi. Mais là, ça le fait, quoi. Et là, il y a un vrai intérêt. Et après, les fondamentaux, hein, en effet, voilà, je fais de l'humour, mais réellement, nous, on est dans une belle ville où c'est quand même assez magique d'être là. Et moi, j'en ai fait, quand on a eu notre 2e étoile Michelin, vraiment, j'ai dit qu'il y a une seule chose à Martine, il faut en faire un levier social, quoi. Un levier social. Donc, en effet, c'est là où on s'est dit, on ferme le dimanche. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, quoi. C'est qu'en effet, le staff a 2 jours et demi consécutifs, plein et consécutifs, y compris le dimanche. Et là, en effet, il y a quand même un lien social qui n'est plus totalement coupé avec les familles, parce qu'ils ont ces choses. Et aujourd'hui, quand je discute avec mon staff, et notamment les cadres, ils n'ont pas peur de me le dire. On est là pour la situation géographique, on est là pour le propos culinaire, et on est là aussi pour le côté social de l'entreprise. Voilà. Y compris pour les vacances annuelles. C'est très équilibré, c'est 3 fois dans l'année, c'est 3 fois 2 semaines. Voilà. Moi, mon idée, c'est qu'ils reviennent de vacances, ils doivent déjà penser aux prochaines, sinon ils n'iront pas où ils veulent aller, au prix où ils veulent aller. Voilà. Donc, c'est un vrai levier social. Et si un jour on va plus loin, je rêve de la semaine de 4 jours. Voilà. Et bien sûr, il y a cette parallèle économique. Mais parce que nous, on est à Annecy, parce que les affaires marchent très bien, on peut, je pense, aller jusque-là. Est-ce que c'est la même motivation dans les bistrots? Les bistrots, c'est un peu plus compliqué parce que j'y suis très rarement. Voilà. J'essaye de... Là, il y a un filtre. Le filtre, c'est le cadre, c'est le manager. Et moi, je martèle ce propos au manager qui, lui, va essayer d'aller dans des délires, mais il va pas réussir à aller aussi loin que moi. Donc non, j'ai pas ce taux de réussite dans les bistrots que j'ai vraiment au Clos d'Essence. Ça laisse des axes d'amélioration. Oui. Okay. Il y avait notamment, vous aviez parlé beaucoup de coupure aussi, de l'organisation de la coupure. De la coupure. Coupure ou non-coupure. C'est un peu le sujet que Paul a évoqué en effet, en disant que pour éviter la coupure, il y avait peut-être cette histoire de resto du midi, resto du soir, quoi. Oui, alors ça c'est un peu radical et comme tu disais, culturellement en France, je pense que... Alors bien sûr, il y a des avancées. Hein. Je me souviens, Georges, quand tu as décidé réellement de fermer lundi, mardi midi, mercredi midi, tu me dis si je dis des bêtises. Mais je me souviens d'une discussion il y a 10 ans ou il y a 15 ans où tu disais j'y vais pas. Voilà, tu l'as fait, ça n'a rien changé. Enfin, je veux dire, tu as validé. Maintenant que nous, à un moment donné, on ne soit plus que sur un service, franchement, j'y crois encore pas, quoi. J'y crois pas, quoi. Ça dépend peut-être des endroits. Enfin, ce que disait Paul, c'est que ça dépendait de là où tu étais placé, etc. Je parle en France. Italie, capitale aussi. Enfin, est-ce que les problématiques sont les mêmes? Vous rencontrez les mêmes problèmes en Italie? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre justement la cuisine, la salle? Et comment on motive ces équipes aussi bien en cuisine et en salle? Je pense que oui, c'est tout à fait. On vit les mêmes choses en Italie. Madame Anifeul vous le dira elle aussi. Donc, on vit le gros problème de trouver du personnel et de le motiver. Mais ce qu'a dit Laurent, je l'embrasse complètement. C'est tout à fait vrai. Il faut vraiment le motiver avec les jours de repos. Mais surtout, il faut le motiver en le faisant partie de notre projet. C'est très important de parler de ce qu'on fait. Par exemple, moi, je suis à Monaco. Tu leur expliques pourquoi tu es à Monaco. Tu leur fais part de tes projets, de tes rêves, de tes souhaits, de ton but d'atteindre, même avec le petit dernier qui arrive dans ta cuisine ou dans ta salle. C'est très important aussi de ne pas diviser la salle ou la cuisine, de tous vraiment les entraîner avec toi, comme a dit Laurent, dans ton délire. C'est un mot que j'aime beaucoup, dans ton délire. C'est merveilleux. Il faut vraiment les entraîner avec toi, leur faire comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas les laisser de côté. Nous aussi, on essaie, parce que des fois c'est un peu difficile, de faire venir les serveurs en cuisine, de les faire manger, de leur faire comprendre l'attitude, pourquoi on fait ça. Les stimuler, c'est aussi bien sûr des jours de repos, mais ce n'est pas simplement le fait de l'argent, du salaire. C'est d'être à leur écoute aussi. Une fois, on leur disait ça, c'est la cuisine et c'est tout. On peut leur expliquer
la cuisine bien sûr classique, ce qu'on nous a appris, mais être à l'écoute aussi à ce qu'ils nous apportent eux. Moi, je suis très à l'écoute de ce que m'apportent mes cuisiniers, les plus jeunes. Je suis très curieux, je suis très ouvert. J'aime bien qu'on m'apporte, chef, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on n'apporte pas ça dans ce plat. Et on le crée, je dirais, pratiquement ensemble. Bien sûr que c'est après le chef de finir le tout. Mais c'est très, très important de les stimuler dans ce cas-là. Ce ne sont pas des robots, donc ça fait vraiment, on essaie de construire une grande famille. Et ça, c'est vraiment la clé du succès pour le futur, je crois. Peut-être, excuse-moi, je reprends la parole, mais peut-être qu'on n'imagine pas à quel point la moindre info, en effet, comme tu dis, va les intéresser. Moi, j'ai fait l'exemple, la semaine dernière, je suis allé corriger les MOF. Voilà, donc la semaine d'avant, j'ai dit on fait le sujet. Donc je vais corriger les MOF, je vais vous expliquer pourquoi j'y vais. Pourquoi à un moment donné, oui, j'y vais, je suis pas MOF, j'y vais, je vais vous expliquer pourquoi. Et on a fait le sujet. Et j'en suis parvenu à quel point la méconnaissance qu'ils avaient de ce concours. Et donc, quand tu leur fais toucher du doigt réellement ce que les candidats vont faire, mais pareil, le regard n'est plus du tout le même. Ils ont halluciné, quoi. Des gens qui ont 10 ans de métier, qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que ce record aujourd'hui de passer le MOF, quoi. Cette intensité qu'il fallait y mettre, ce travail que ça représentait. Finalement, c'est leur parler aussi en bien du métier. On avait parlé la dernière fois de la responsabilité de chacun qu'on soit cuisinier, journaliste, acteur de ce métier, de parler en bien du métier et de valoriser le métier et pas juste dire « Ah, il y a de la pénibilité, c'est difficile ». C'est ce que tu dis. Il faut parler en bien du métier et leur dire les aspects positifs de ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr, c'est juste énorme parce que c'est pas des métiers, c'est des passions. Et quand ton job c'est ta passion, tu vas plus au travail, quoi. C'est tout simplement ça. Annie, justement, les choses en Italie, donc on voit, c'est la même chose. Sur le temps, ça évolue comment? Et comment on peut faire évoluer les choses? Déjà, je dois dire que chacun de ces messieurs ont dit de belles choses. Et il est même maintenant assez difficile d'en ajouter. Et entre parenthèses, ce que je peux ajouter, c'est que nous deux sommes en Italie et sommes de Nice tous les deux. Moi, je suis d'Annecy. Oui, mais enfin, plus ou moins. Et donc, c'est amusant. Nous sommes là-bas, en Italie, et nous aimons beaucoup ce pays, avec beaucoup de difficultés, comme un petit peu partout. Même en France, maintenant, il y en a des difficultés. Ça, il faut le dire. Tu as regardé la télé ce week-end? Comment? Tu as regardé la télé ce week-end? Oui, j'en avais besoin. Et donc, c'est vrai qu'il faut soutenir ces jeunes gens qui arrivent chez nous. Il faut leur faire comprendre beaucoup de choses. Et c'est de leur donner l'assurance que nous sommes pour eux, que nous voulons les aider. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Si on ne fait pas comprendre que nous sommes très passionnés par notre travail et qu'il y a beaucoup de possibilités dans le futur, eh bien, ce n'est pas la peine. Même si on leur donne plus d'argent, ils ne feront pas du bon travail. Je crois que c'est vraiment l'envie. L'argent, on l'a vu, ce n'était pas suffisant. C'est ce que disait Jean tout à l'heure, en étant basé près de Genève, où finalement, effectivement, si tu veux gagner plus d'argent, on passe la frontière, on va à Genève. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Non. Je voudrais vous faire rebondir sur un chiffre qui m'avait marqué et qui va peut-être vous faire crier. 40% des salariés dans la restauration estiment qu'il y a des mauvais patrons et des mauvais managers. Donc il y a 60% qui estiment qu'il y a des très bons patrons. Merci de souligner. Voilà. Positif. Justement, est-ce que c'est important aussi quand on est le leader du bateau de se remettre en question? Et comment on se remet en question, Georges? Je pense que c'est au quotidien et c'est d'être vraiment au contact de l'équipe. Moi, je suis là le matin de bonne heure. Je mange en cuisine, midi et soir, au milieu des équipiers. On développe les nouvelles recettes. Pratiquement au quotidien, on fait des essais. Et ça entretient Bon, je n'ai pas développé le thème du meilleur ouvrier de France, mais je pense que c'est important d'avoir les idées. Donc, dans mon emploi du temps, j'essaye d'évacuer toutes les tâches que d'autres peuvent faire aussi mieux que moi, peut-être, pour me consacrer à la réflexion. Mais c'est pas seulement le rêve commence pas seulement dans l'assiette, c'est tout ce qui peut améliorer. Et c'est vrai que la motivation des équipes en salle, c'est très important. Je pense que encourager les cuisiniers quand ils font bien, c'est parfait. Mais aussi les gens de la salle, c'est plus difficile. Mais eux, ils sont en contact avec le public, ils peuvent faire bien leur travail, mais ils peuvent faire aussi beaucoup de dommages s'ils n'ont pas l'esprit
Je vois hier au soir, on a vécu une expérience extraordinaire au Mirazur. Hier au soir, et toute l'équipe était dans un état d'esprit incroyable, tournée vers un accompagnement idéal. C'est ce qu'on veut aussi, c'est qu'au service de notre cuisine, il faut qu'on ait des gens en salle qui sont en contact avec les clients, qui fassent un travail formidable d'accompagnement. Parce que les gens, ils attendent une expérience, ils payent un prix très élevé pour une prestation et ils veulent vraiment que ça soit mémorable. Jean, même question, c'est un peu la même question pour tout le monde. Est-ce qu'on se remet en cause? Est-ce qu'on se forme? Comment on devient un meilleur patron dans le temps? On se remet toujours en question pour écouter son salarié. Déjà, c'est ce qui est bien. Nous, ce qu'on fait, c'est 2 fois par an, on les prend un par un et puis on leur montre leur expérience, où ils se situent dans l'entreprise. Et pour qu'ils puissent nous dire ouvertement, faire aussi des actions en dehors du travail. Parce que quand le salarié il est au travail, il n'est pas de la même manière quand il est en dehors. Pour comprendre mieux les choses, pour qu'il puisse se libérer, nous dévoiler des choses qu'au travail, il ne le dirait pas forcément, pour faire avancer les choses. Et puis aussi, ce qui est important, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, bon, tout le monde dit qu'on a tous des problèmes de personnel. Bon, ça, on le vit tous au quotidien dans nos entreprises. Mais c'est important aussi, et ça on le fait, on prend des risques de prendre, je dis bien on prend des risques, de prendre des stagiaires, des apprentis, et on les met devant les clients pour leur donner envie de prolonger ce métier-là et de le faire, et pas de l'abandonner, c'est de continuer. Parce que le plus dur dans ce métier-là, c'est de durer. Et on a beaucoup de candidats des fois qui viennent et puis qui abandonnent le métier parce qu'il est trop dur ou parce qu'ils sont aperçus que ce n'était pas ce métier-là qu'ils avaient envie de le faire. Et c'est à nous, chefs d'entreprise aussi, de leur donner envie de continuer. Et là aussi, on parle de passion. Oui, on a un métier de passion. Moi, c'est ce qui fait me lever tous les matins. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas passionnés, mais qui font bien leur travail. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas passionnés qu'ils ne font pas du bon travail. Et il faut les encourager. Et aussi, il faut les intégrer dans l'entreprise. Ça, c'est important. Ouais. Et justement, comment on provoque, Paul, je ne me rends pas compte, est-ce qu'en Chine, cette passion, on a une culture de la gastronomie, que ce soit en Italie exemple, ou en France? Je vous coupe, mais un détail qui est mon plongeur, et je ne pense pas qu'il soit passionné. Mais par contre, il faut le considérer, il faut l'encourager, de dire que c'est important de laver l'assiette, parce que le client, il fait partie aussi de cette équipe qui va participer, que le client va repartir content. C'est faire comprendre finalement à tous les maillons d'un restaurant qui font partie du succès du restaurant. Hier, j'ai bien aimé quand Georges a dit on a senti une équipe très impliquée. Oui, on a senti une équipe impliquée parce qu'elle avait plein de chefs, donc ils étaient fiers de cette émulation. Mais on en a oublié encore des personnes qui sont cachées. Et ces gens-là, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont importants dans le rythme de l'entreprise. Et on a tendance à les oublier, ces gens-là. Et il ne faut pas les oublier. La considération, c'est un mot que Laurent Petit emploie beaucoup. Il me semble aussi que vous emmenez pas mal vos collaborateurs faire une partie de pêche. Oui, parce que, en fait, quand on dit tous, il faut leur expliquer, mais c'est pas ça, il faut être plus intrusif que ça. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans leur vie, et pour rentrer dans leur vie, c'est pas non plus que de marteler le propos, c'est de leur faire vivre l'expérience. C'est comme si tu disais à un gars, voilà, sauter en parachute, c'est génial et tout, et tu ne le fais pas sauter, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, que quand le gars, en effet, il va être à 4 h du matin sur le lac d'Annecy à la pêche, tu es rentré dans sa vie, tu es intrusif. Tu rentres dans sa vie. Là, il est dedans. Il est dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte à part il va raconter sa vraie vie, ses émotions. Faut pas lui demander de raconter ce que toi, tu ressens. Ce que lui, il a vécu, quoi. C'est pour ça qu'ils vont en cuisine. C'est pour ça qu'ils... Voilà, la semaine dernière, j'ai toute une équipe qui est allée toute seule voir l'agrumiculteur, quoi. Passer 4 heures avec un gars qui fait des agrumes tout près de chez nous, quoi. Forcément, après, on rentre dans leur vie, quoi. On fait partie de leur vie. Il ne s'agit pas que de le marteler, il faut qu'ils le vivent. La pêche, c'est le plus flagrant, quoi. Tu peux raconter que c'est merveilleux d'aller à la pêche et tout. Par contre, tu vas à 4 h du matin à la pêche au lac d'Annecy, ben, c'est rentré dans sa mémoire, quoi. Et là, quand il raconte l'histoire au client, c'est juste géant, quoi. Il n'y a rien à lui dire. Et c'est là où tu dis, sois toi-même, quoi. Sois toi-même. Paul, cette notion de passion, elle existe quand on est moins acculturé à notre gastronomie, entre guillemets, fine dining, comme tu as notamment. Les Asiatiques que tu emploies, parce que je crois que tu as pas mal de Chinois, notamment aussi pas à Ultraviolet, mais aussi à Mister et Miss Mbo. Tu parlais de plus de 100 employés. Cette notion de passion, on arrive à leur transmettre facilement avec les cultures différentes. C'est quelque chose qui est facile. Non, c'est vrai, c'est intéressant de dire les cultures sont différentes, donc c'est peut-être pas aussi facile de traduire la passion, en tout cas sur la base historique de ce qu'on pourrait raconter quand on est français, qu'on parle à des cuisiniers français. C'est quelque chose qui est un petit peu différent, mais finalement les moteurs sont un peu les mêmes pour tout le monde.
les problèmes sont les mêmes un petit peu aussi pour tout le monde. Je pense que la majorité des jeunes qui rentrent chez nous et dans le contexte encore une fois, de la brasserie, c'est peut-être pas tout à fait le même contexte que d'un petit restaurant comme Ultraviolet qui est très reconnu, etc. Tout le monde ne rentre pas là-dedans avec une vraie vocation. Puis il y a un problème qui vient s'ajouter à ça, c'est que en Chine, on se rend pas compte c'est là qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a des fois en France. Le métier de cuisinier n'est pas un métier reconnu socialement. C'est-à-dire que si vous allez faire cuisiner, un peu comme c'était en France il y a quelques temps, hein, ça veut dire que vous êtes quelque part en échec, voilà, etc. Donc c'est en train de changer. d'évoluer, mais pas encore en Chine, vous voulez dire? C'est en train de changer, mais il y a plus d'un pays en fait où le métier de cuisinier reste un métier de col bleu avec une considération qui est un petit peu différente. Donc nous, la première chose qu'on essaie de faire en fait, c'est de leur montrer ce qu'est un vrai métier de cuisinier. Et de leur donner confiance. En fait, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de donner confiance aux gens, qu'ils arrivent après à faire leurs décisions, à grandir, à se sentir bien. L'esprit de famille, c'est très très important. Alors en Chine, c'est capital. Et alors moi, c'est pas des parties de pêche. Il y a des choses un peu plus bêtes, mais j'ai remarqué qu'on a essayé plusieurs éléments de motivation, mais qu'il n'y a rien de mieux qu'une belle sortie où on va manger tous ensemble, on boit beaucoup, je suis désolé de le dire, c'est le moteur de la motivation. Non mais ça permet aussi de désacraliser l'image non seulement du chef, mais des gens qui sont autour de moi, parce que tout d'un coup on se rend compte qu'on est... T'enlèves les barrières, tout le monde se met un peu... On enlève les barrières, on est différents, alors qu'ils savent très bien que le lendemain on retourne au boulot et on se remet tous au carré. Mais ça fait du bien de temps en temps et c'est un outil qui est finalement assez simple. Justement, Annie et Anthony, cette notion de motivation, je ne sais pas à quel âge ont en moyenne les personnes qui travaillent avec vous. On sait que les moteurs de motivation et de passion chez les jeunes, chez les moins jeunes, ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Comment vous écoutez les jeunes qui sont chez vous et vous répondez à leur envie justement de devenir passionné et cette envie de partager avec eux? C'est pas évident de répondre, c'est pas évident. Écouter, bien sûr, mais pas se faire marcher dessus non plus, donc, parce que ça, il faut trouver aussi un certain équilibre. C'est certain que tu restes toujours le chef ou le propriétaire de ton propre restaurant, donc être à l'écoute, ça veut dire peut-être des fois anticiper, hein, les comprendre, anticiper ce qu'ils ont besoin, anticiper leurs besoins, anticiper qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment dans une maison. Ils peuvent travailler chez Laurent, être très très bien, venir chez moi, ne pas se sentir bien, par exemple. Plusieurs fois, on l'a vécu. Donc, c'est très difficile d'avoir le même niveau de les stimuler dans chaque maison. Donc, moi, quand ils arrivent, je les prends un par un, je les écoute. Comme a dit Jean, on les écoute un par un, une fois par an, plus ou moins. On parle, on les stimule, on leur donne l'envie d'être présents avec nous. Ce sont des jeunes, ils ont moins de 30 ans, donc c'est très agréable de les écouter aussi. Et après, on essaie de leur indiquer le fait d'où on va arriver. Mais c'est vrai, le fait de partager en dehors de notre métier de la cuisine, un moment agréable, sortir ensemble, aller manger ensemble, construire une famille, j'aime bien ce mot, c'est très très important. Tu as bien parlé. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis sur quelque chose, peut-être il va se sentir bien chez moi, pas bien chez Laurent ou vice-versa. Jean disait avant, il y a beaucoup de gens qui quittent le métier. Est-ce que notre responsabilité, qu'ils soient bien ou pas chez nous, c'est de faire en sorte déjà qu'ils soient bien dans notre métier, pas forcément dans notre maison, et qu'ils aient envie de rester dans notre métier? Est-ce que c'est pas une responsabilité de ne pas faire sortir les gens de notre univers et au contraire de donner envie de venir vers nous, quoi? C'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que s'ils sont bien dans ta maison, tu vas... Peut-être qu'ils ne sont pas bien chez toi, mais en tout cas, même s'ils ne sont pas bien chez toi et qu'ils ont envie de venir, on a souvent parlé ensemble, Laurent, notamment d'accompagner les gens, même dans leur sortie. C'est-à-dire qu'une personne qui est chez toi, elle a le droit de te dire « je vais te quitter pour aller ailleurs » et qu'il faut l'accompagner. Mais ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle s'en aille complètement de ce réseau et qu'elle ait envie de continuer à faire notre métier, quoi. Alors, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est le parrainage qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jeunes savent tout ce qui se passe dans nos maisons. Voilà. Et en fait, avant d'arriver dans une maison, ils savent tout, y compris pas seulement ce qu'on veut montrer à travers les réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, ils savent tout, l'atmosphère, l'ambiance dans la cuisine. Voilà, c'est très flagrant, quoi. Donc moi, j'appelle ça le parrainage quand c'est positif.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui viennent chez toi parce que le petit copain a travaillé chez toi et dit ouais, moi, les conditions me vont très bien, ce dont j'ai entendu parler, ça me va très bien. C'est-à-dire que les gens qui ont quitté chez toi, finalement, deviennent tes meilleurs ambassadeurs. Et on a eu cette discussion exactement, aussi avec Jean au téléphone. Ça, il ne faut pas l'oublier. Peut-être que ça s'oublie un peu, ça. Ouais. Aujourd'hui. Sur ce que tu rebondis, on va peut-être passer la parole à Annie, mais c'était important aussi, cette notion de communication. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, il faut communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, pas que pour ses clients, mais pour des futurs collaborateurs potentiels. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, Annie, là-dessus? Oui, bien sûr, c'est très nécessaire. Il faut trouver les personnes de la meilleure façon possible. Et d'autre part, lorsque vous avez parlé il y a 2 minutes à propos des jeunes gens qui peuvent être transformés par nous ou bien déçus, eh bien, je peux dire que ce monsieur-là m'a dit que c'est moi qui l'avais complètement transformé, oui, parce que je l'ai emmené plusieurs fois à Bangkok pour aller travailler. Et puis ensuite au Japon. Quand il est arrivé au Japon, je me souviens, on était dans un taxi. Il s'est caché. Il s'est caché. C'était très important à voir. Et donc ensuite, il m'a quitté. Et voilà, il m'a quitté. Il s'est fait lui aussi son restaurant. Après combien de temps il vous a quitté? 4 ans, bon, ça va. Oui, ben, il m'a quitté. C'est pour ça que je suis contente de le revoir aujourd'hui. Oui, on l'a glissé. C'est la vie qui change et qui permet aussi de nous rencontrer et de nous comprendre. C'est ça qui est beau, parce qu'on s'est bien compris tous les deux. Jean, sur les réseaux sociaux, Célia parlait de ça, et c'est quelque chose qu'on avait pas mal vu avec Jean, c'est que vous avez une responsabilité de tout ce que vous mettez par rapport à l'auberge du Père Bise. Vous savez, au moment où vous mettez des réseaux sociaux en place, que ça va éventuellement motiver des jeunes qui voudraient avoir envie de venir chez vous. Ah bah oui, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un facteur important pour créer de la visibilité sur nos maisons et pour faire du recrutement aussi, pour donner envie au personnel de franchir la porte de notre maison et de venir s'y intéresser. Et comme l'a très bien dit Laurent, aujourd'hui, avec ou sans réseaux sociaux, tout le monde sait ce qui se passe dans nos maisons et déjà on attire un style de personnel qui viennent chez nous parce qu'ils apprécient plus ou moins notre vision, notre état d'esprit, l'âme de l'entreprise. Et donc déjà, ça se triche naturellement. C'est ça qui est intéressant. Oui. Est-ce que dans les Paul et Anthony, Annie, dans les études par exemple de commerce, etc., ce qui motive les jeunes aujourd'hui, c'est aussi le voyage. D'accord, donc il y a plein de programmes type les Erasmus en Europe, les Erasmus Monde partout dans le monde. C'est un truc qui serait envisageable entre cuisiniers de s'envoyer des gens faire une expérience, je sais pas, quelqu'un qui est chez Jean ou chez Laurent qui viennent faire 6 mois chez toi. Et est-ce que ce serait motivant pour les équipes d'aller voir dans les équipes des autres à l'étranger, envoyer quelqu'un de Rome, de Florence en France et vice versa? Alors, si je parle dans le cas spécifique de la Chine. On en parlait juste avant avec Jean. C'est malheureusement impossible, mais c'est quelque chose qui peut très bien s'organiser. Aux contraintes administratives. Oui, les contrats, tous les visas pour la Chine aujourd'hui sont très complexes. On ne peut pas recruter à part un certain niveau. Encore faut-il avoir un bachelor, ce qui a rendu les choses extrêmement compliquées. Mais c'est vrai qu'en fait, on a énormément, nous, de demandes à Ultraviolet notamment, de jeunes d'Europe, des États-Unis, qui veulent venir chez nous, qui travaillent chez certains de nos collègues. Et ça aurait pu se faire en très bonne intelligence dans des échanges. Moi, je pense que c'est un des facteurs qu'on utilise aujourd'hui pour s'échanger des gens de qualité. Et ça, bien sûr, que c'est très motivant non seulement de changer de maison, mais aujourd'hui, éventuellement, de changer de pays. Tout s'est quand même beaucoup fluidifié. Et moi qui ai quand même un petit peu voyagé dans mon parcours professionnel, je sais que c'est le gage d'une ouverture d'esprit, d'aller travailler chez les autres dans des cultures différentes. On apprend toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est pas très nouveau ce que je dis là. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, c'est difficile éventuellement si toi tu voulais envoyer certains de tes collaborateurs chinois en France, ce serait compliqué? C'est finalement moins compliqué dans ce sens, en tout cas pour les envoyer avec des mesures de stage. D'ailleurs, c'est assez bien fait aujourd'hui en France. On a fait ça avec 2 de nos employés qui sont avec moi depuis très longtemps et qui sont partis pendant un certain temps. Mais c'est pas facile non plus
Là, c'est des mesures temporaires de stages un petit peu longs. C'est pas facile non plus, quelquefois, de se passer de personnel d'un certain calibre qui sont avec nous depuis très longtemps. Ce qu'on met en place aussi, on n'a pas parlé là, on pourrait parler de plein de choses, c'est que c'est donner de la projection aux gens qui sont avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé, avec les restaurants dans lesquels je suis, pourrait me suffire ad vitam aeternam, hein, un projet comme Ultraviolet, je pourrais y passer ma vie. Mais on a décidé de développer, alors je ne dis pas ça en faisant l'altruiste parce qu'on a une espèce de réunion et c'est bien, mais en fait le développement de notre entreprise et le développement des restaurants, des projets qu'on va faire, c'est aussi pour les gens qui sont avec moi depuis longtemps, c'est aussi pour les impliquer, pour leur donner un autre niveau en termes d'une projection sociale qui va devenir intéressante pour eux, même en termes de salaire, en termes de responsabilité, etc. Donc on est arrivé là aujourd'hui pour essayer de rester ensemble. Et en fait, tout le monde veut rester ensemble, mais des fois, on est limité par la structure d'une seule opération. C'est une question qu'on aimerait bien poser à Georges Blanc. Vous avez dans votre maison, qui est quand même une institution, des gens qui sont avec vous depuis très longtemps. Votre plus ancien employé a combien de temps de maison? Oui, je vous pose une colle là, mais il y en a qui ont 30 ans de maison. Une vingtaine d'années, peut-être plus même. Comment on fait au bout de 20 ans pour garder cette motivation des équipes? Alors, c'est sûr que l'encadrement, il peut être fidélisé. Pour tout le reste du personnel, on rêve tous de garder les meilleurs, évidemment, mais seulement quand ils sont passionnés, ils sont un appel normal. Qu'on comprend, c'est qu'au bout d'un an, 2 ans parfois, ils ont envie d'aller voir ailleurs pour fortifier un petit peu leur vision globale sur l'ensemble des sensibilités culinaires dans notre belle famille. Oui. Donc on ne peut pas les garder au bout d'un certain temps, surtout quand ils ont entre 20 et 25 ans. Ils ont envie d'aller voir ailleurs. D'abord, une raison évidente, c'est qu'ils vont fortifier leur CV par le passage dans les meilleures maisons pour valoriser un petit peu leur rémunération par la suite et trouver des postes à responsabilité. Et puis apprendre. Donc on en est un peu victime. Oui. Mais bon, c'est formidable, les équipes. Top. On vient de nous faire signe qu'il restait 5 minutes, donc j'aimerais juste peut-être, par rapport aux personnes qui nous écoutent, si chacun peut donner un conseil pour garder ces gens motivés, que ce soit un conseil ou une idée que vous avez mis en place chez vous, Et s'il de y a façon des assez questions de la courte, salle, concrète, n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des questions aussi. ou des exemples concrets. Ou des exemples concrets. Annie, un exemple concret peut-être de moyens que vous avez mis en place depuis quelques années pour motiver vos équipes et les fédérer à quelque chose dont vous êtes fiers et en se disant peut-être que c'est reproductible pour les autres. Je sais qu'il faut expliquer à nos jeunes gens ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Et ensuite, c'est facile. Il faut toujours les rendre, leur faire plaisir, leur faire comprendre qu'on a la possibilité d'avoir une belle vie. C'est un bon travail. Donc parler en positif du métier. Ah oui, c'est tout du positif chez moi. Top. Anthony? Oui, c'est ce que tout le monde a dit. Les faire participer à nos projets, à nos envies, à nos désirs, à nos rêves, au concret aussi du quotidien. Bien sûr, c'est très important. Les emmener en voyage avec soi. Quand on nous invite à l'étranger, pour eux, un gars, comme elle a dit Madame Annie, la signore, à 22 ans, 23 ans, quand on l'emmène pour la première fois à Hong Kong ou à Pékin ou à Shanghai, c'est bien sûr, c'est un cadeau merveilleux, le faire voyager en business, dormir dans un grand hôtel, c'est super, c'est lui faire comprendre qu'il est important pour le restaurant. Voilà, ce sont plein de petites choses, être à l'écoute. Et on n'est plus dans une tour, le chef, et il y a le reste autour de nous. On vit avec eux et on participe chaque jour avec eux. Voilà. Merci. Laurent? T'as dit un mot qu'il fallait dire. Oui. Vis ma vie. Voilà. Vis ma vie. Vis ma vie. Vis ma vie. Si vivre ta vie, tu vas vivre la leur, on vit ensemble. Vis ma vie. Ok. Paul? Non, sans donner de conseils. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est partager l'information. On en a un petit peu parlé, mais donner le pourquoi du comment. Parce qu'on a tendance des fois à dire comment, mais on ne dit jamais pourquoi. Et on aime bien le faire avec des choses, que ce soit en salle ou en cuisine d'ailleurs, mais en expliquant par exemple l'historique de certaines choses, la philosophie d'un plat, la raison pour laquelle on l'a fait. Parce qu'on a tendance à penser que ce n'est pas très important pour les gens qui nous entourent, mais on a remarqué que ça les intéresse énormément et ça donne du sens à ce qu'on fait, entre autres. Top. Jean?
un dernier conseil, axe, Ben, moi, je pense que c'est un peu comme nos enfants. Il faut les encourager, il faut les accompagner au quotidien. Et puis après, ben, ils nous suivent jusqu'au bout. Ils t'abandonnent quand ils sont adolescents. Voilà. Non, mais Ok. comme l'a dit Georges, après, à un moment donné, quand tu as des gens de qualité et du personnel passionné, ils ont envie aussi de vivre de leur personnalité, de se servir du passage dans ta maison. Et ça, c'est une fierté aussi personnelle, parce que quand on a quelqu'un qui sort de ta maison et qui vole de ses propres ailes derrière, ça c'est preuve que l'éducation qu'on leur a transmise, que la transmission qu'on a pu faire, elle est bonne, et ça leur a permis de s'installer ou de prendre des risques. Parce que chef d'entreprise, c'est prendre des risques au quotidien, c'est un engagement qui est fort. On se lève tous les matins avec une épée sur la tête. On est jugé au quotidien sur 2 services, et on a le droit à pratiquement zéro erreur, sachant que on en fait tous. Et quand on transmet cette envie de partir et de voler ses propres ailes, et pour prolonger bien sûr le métier, ça c'est important, quoi. Merci. Georges, le mot de la fin du coup. Alors, moi, ce qui est très important, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, ils ont tous les moyens de voir qu'ils font un métier qui a ses contraintes, c'est certain, mais qui sont des vrais marchands de bonheur. Et ça, ils peuvent le mesurer au quotidien. Et je crois que ça, c'est très important. Beaucoup de considération. Moi, ma devise, c'est sans passion, point d'élévation. C'est plus facile de transmettre un savoir-faire aujourd'hui que de faire naître chez tous ces jeunes la conscience qu'ils peuvent s'épanouir dans le métier qu'ils ont choisi. Et je pense que la satisfaction de nos clients qui s'expriment partout au quotidien est une puissante motivation pour continuer dans ce métier qui, malgré ses contraintes, reste quand même très attractif par l'émulation des grands chefs. Le numérique, tout ça permet il y a quand même beaucoup de choses autour de notre grande famille de la cuisine qui font que les clients vont venir de plus en plus vers nous. Comme je vous ai dit, on est un lieu de spectacle, on est un lieu où on vient passer un bon moment de convivialité, même si le rêve dans l'assiette reste quand même la première raison de venir, par la réputation du restaurant. Tout le reste est important et on a besoin de toute l'équipe. C'est une prestation globale qui doit donner une expérience unique, mémorable, et qui fait que c'est un métier formidable. On est vraiment des marchands de bonheur, j'en suis sûr. Merci. Moi, je veux tous vous remercier déjà pour avoir été très positifs, parce que souvent on entend les gens se plaindre. Donc bravo et merci à tous. Merci Célia, Georges Blanc, Jean Sulpice, Paul Perret, Laurent Petit, Anthony Genovese et Annie Féhold. Je vous propose de faire une photo de l'ensemble. Je rappelle que les producteurs du Collège culinaire sont juste là-bas. C'est assez facile, c'est rouge et c'est juste en dessous. On fait une photo de groupe ?